Bonsoir. Les derniers instants avant la délibération du bac de juillet 2020. Tout est presque prêt. Les derniers réglages en cours actuellement avant l'officialisation des premiers chiffres. Nous gardons l'écoute pour vous. Canal 3 Bénin fait le pied de grue à la direction de l'office du bac. Mais déjà, vous pouvez consulter quelques résultats sur la plateforme e-résultats en ligne. Dans le reste de l'actualité, les avantages, si nous mettons les gros et multiples avantages que le Bénin tire de sa signature de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique, c'est le député Ibrahima Ousmane, par ailleurs président du Collège des imams de Cotonou et un des participants au vote de cette ratification à l'Assemblée nationale, qui a tenu une conférence de presse pour y mettre de la lumière. Le point de Narcisse Alon, c'est tout à l'heure. Et puis Comfort Lines, la compagnie de voyage interurbain à Cotonou, remet au goût du jour le niveau de ses conducteurs de bus. Ceci entre, vous allez le voir, dans sa politique de réduction des cas d'accidents sur les routes du Bénin. Le CNSR, le Centre national de sécurité routière, y a apporté son aide. Certains n'y croient pas, d'autres par contre oui, vous aussi peut-être. Les prévisions astrologiques, nous en parlons dans ce 19h30. Quelles peuvent être les raisons qui justifient le choix de chacun de suivre ou de ne pas y tailler de l'importance? Comment se font les prévisions et est-elle vraiment à tenir sa journée? Sinon, sa vie tout court, élément d'enquête à suivre dans ce journal. Merci d'être là, bienvenue, bonsoir. La charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique est une belle opportunité pour le Bénin qui l'a ratifié tout récemment. Parole et assurance de l'honorable Ibrahima Ousmane, le texte adossé à la religion musulmane parle de droits de l'homme, de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la tolérance religieuse. C'est ce que l'honorable a par ailleurs et qui est par ailleurs président du Collège des imams de Cotonou, a expliqué aux hommes des médias à travers justement une conférence de presse qu'a suivi Narcisse Alossé. Assisté pour la circonstance des responsables d'ONG d'associations islamiques, le conférencier a dans son intervention liminaire insisté sur les avantages que le Bénin peut tirer de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique dont le Parlement béninois autorisait la ratification le mardi 21 juillet 2020. Le respect des droits de l'homme, la promotion du dialogue intra-religieux, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, la défense de la véritable image de l'islam, le renforcement de la coopération entre les pays membres dans les domaines économiques, politiques et religieux. L'acte juridique posé à l'Assemblée nationale l'a été pour adapter le document à l'évolution du monde et répondre aux exigences du XXIe siècle, a poursuivi le parlementaire. Un soutien aux droits des peuples qui, a-t-il ajouté, vient couronner les efforts des gouvernants actuels. Vous le savez aussi bien que moi que nous avons un chef d'État prévisible, soucieux du bien-être et du mieux-être de ses concitoyens. Il a fait preuve de son intérêt pour notre communauté avec l'assainissement du secteur de Hadja, la construction de sites d'hébergement et d'embarquement des pèlerins, un site de Rostandine. Rappelons aussi son soutien financier, promis et honoré dans le cadre de la reconstruction de la mosquée centrale de Kadiaou. Tour à tour, des dignitaires de la religion musulmane présents à cette sortie médiatique ont salué l'engagement du principal orateur du jour au service de leur communauté. Que savant, un musulman siège à l'Assemblée nationale. J'ai prié pour ça. C'est la réalité, ça. Alhamdulillah, notre imam est là-bas aujourd'hui. Et c'est grâce à notre papa. L'islam n'a jamais encouragé le terrorisme. L'islam est seulement une religion d'amour et de paix qui prend en charge l'être humain depuis la naissance jusqu'à son enterrement. Aux côtés de ces membres de la communauté musulmane, des figures bien connues de la famille politique d'El Hadj Ibrahima Ousmane. Vous savez, cette charte qui a été votée consolide la cohabitation interreligieuse, ce qui est une très bonne chose. Ce qui a le plus attiré mon attention et mon adhésion est l'intervention du patriarche Karim Da Silva,
qui, après sa prière, a demandé à ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, puisse se représenter encore pour que nous puissions le soutenir afin qu'il puisse continuer les œuvres qu'il a entamées. Poursuivre l'œuvre entamée pour le mieux-être des populations, un peu comme le demandent les dispositions de cette charte amendée de la coopération islamique. Un document dont la première monture a été adoptée en 1972 à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec 25 pays. Aujourd'hui, la charte aux 14 articles compte 57 pays membres. Un mot politique rapidement. Il faut impérativement un deuxième mandat pour Patrice Talon. C'est la conclusion finale à laquelle ont abouti, après moult réflexions, ont-ils dit, les ministres et autres sujets de la Cour royale d'Abomey. Et ils l'ont rendu public ce week-end, en tout cas leur position, et ont promis d'y travailler pour y faire plier l'homme qui est concerné. Y met Hélène Amoussou. Face au public en début du week-end écoulé, ils sont porteurs d'une décision du roi d'Abomey. Ministres, sages, notables et autres têtes couronnées, sur instruction de Dada Kefa Sagbadjou Glele, ont appelé le chef de l'État à être candidat pour la présidentielle de 2021. En effet, depuis votre avènement à la magistrature suprême de la nation, vos efforts combien fructueux que vous déployez pour métamorphoser tous les secteurs d'activité en vue de porter au fait le flambeau de la République sont d'observation quotidienne. Pourquoi vous arrêtez-vous en si bon chemin? Bandez vos mollets, roulez dans les flammes, plongez dans les flots, pourvu que vous rameniez vivant et intact l'honneur et le prestige des Wibadjavi. C'est à cette cause que ce matin, nous, Wibadjavi, nous sommes mobilisés derrière Sa Majesté Kefa Sagbadjou Glele, roi du Dahomey, pour susciter votre candidature à un deuxième mandat présidentiel. Pour ces derniers, bien de raisons sous-tendent cette décision. Elle est le résultat d'une profonde analyse de l'environnement politique national, sous-régional et international, mais également celui de diverses concertations éclairées nourries par leur ferme volonté d'œuvrer pour la paix et la stabilité économique du pays. Cette décision prise, loin de constituer un recul démocratique, est le signe manifeste d'une maturité politique. En optant de soutenir ce digne fils de Wibadja, de Biogera, de Gezo Glele et de Béanzé pour la prochaine élection présidentielle, c'est l'expression d'un choix sans complaisance ni de facilité, car il a été à la hauteur de la tâche que nous lui avions confiée depuis ces 4 dernières années. Lors de son intronisation, le président Athanase Guillaume Talon disait « Je ferai un seul mandat ». Mais tels nous sommes béninois, tout de suite, on a commencé par lui mettre les bâtons dans les roues. De sorte qu'il a eu à perdre 2 bonnes années avant de démarrer réellement les intentions. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours. Et les 3 ans réalisés ne sont plus à démontrer. Haut dignitaire du culte vaudou dans la cité des Wibadjavi, prêtres, prêtresses, ainsi que tous les sujets de la cour sont convaincus de la nécessité d'un nouveau mandat pour le chef de l'État et s'alignent derrière cette même cause. Ils ont promis rester en union de prière pour l'équipe gouvernementale afin de l'accompagner dans la réalisation du programme d'action du gouvernement démarré depuis 2016. Les acteurs de l'alphabétisation en langue nationale sont depuis ce matin en atelier de 3 jours pour définir le cadre conceptuel et méthodologique d'adaptation des programmes. Ils vont par ailleurs définir une feuille de route concernant justement le sujet. Les travaux, ils l'ont placé sous le thème « Adapter le programme d'alphabétisation à l'enseignement technique et à la formation professionnelle ». C'est un dialogue technique structuré qui se tient au cours de cet atelier à Cotonou. Organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, il réunit les acteurs de l'alphabétisation. Ces acteurs sont appelés à réfléchir sur le thème « Adapter les programmes d'alphabétisation à l'enseignement technique et la formation professionnelle ». Le présent atelier nous offre l'occasion d'apporter notre pierre à l'entreprise de réforme de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle. Notre objectif et notre souhait, c'est qu'au terme de cet atelier, nous réussissons à faire des travaux qui vont réellement contribuer à l'émergence de notre système éducatif. Les participants vont entre autres définir le cadre conceptuel et déterminer la démarche méthodologique appropriée. En outre, ils auront à étudier les différentes étapes du processus. Organisateurs et participants sont fixés sur les objectifs à atteindre. Cet atelier marque le début d'une série de travaux ayant pour finalité 1. L'adaptation des programmes d'alphabétisation à l'enseignement et la formation technique et professionnelle. 2. L'élaboration de 12 modules de formation et de renforcement de capacités en création de contenus pédagogiques numériques dans 12 langues nationales. 3. La formation de 60 facilitateurs à la création des contenus pédagogiques multimédia. C'est dire donc qu'au terme de cet atelier, les conclusions vont permettre de poursuivre les travaux afin de réussir la mise en œuvre du plan d'urgence. Au cours de l'atelier, il sera question de la présentation des objectifs et actions prioritaires de la synergie alphabétisation, école, enseignement technique et formation professionnelle. Aussi, les participants se pencheront-ils sur le renforcement des capacités selon le modèle d'adaptation retenu avec les implications techniques. Comfort Lines, c'est une compagnie de voyage interurbain. Comfort Lines, donc, travaille à réactualiser le niveau de ses conducteurs de bus. Une séance de recyclage et de renforcement des capacités est initiée à leur endroit avec l'appui du Centre national de sécurité routière. C'est pour contribuer à la diminution du nombre de cas d'accidents sur les routes béninoises. Idriss Boukari. Selon les statistiques du Centre national de sécurité routière, 70 à 80% des cas d'accidents de la route sont liés au comportement du conducteur. Des chiffres largement supérieurs aux problèmes mécaniques et à l'état de la voie, qui sont les deux autres principales causes d'accidents. Et c'est pour corriger le tir que la compagnie de transport en commun de personnes Comfort Line a pris l'initiative de faire former ses conducteurs afin qu'ils soient exemplaires et beaucoup plus responsables une fois au volant. Démarche soutenue par le CNSR dont les spécialistes assurent cette séance de recyclage et de renforcement des capacités. Une fois que vous êtes dans une activité de transport, vous êtes dans l'obligation tout le temps de recycler vos conducteurs, leur rappeler les règles en matière de sécurité routière. Donc, et cela permet alors de réduire les cas d'accident. Comfort Line s'est mis depuis un certain temps dans une politique de zéro accident, raison pour laquelle nous avons donc sollicité aujourd'hui le Centre national de sécurité routière pour pouvoir recycler à nouveau nos conducteurs. Cette initiative de la direction de Comfort Line est bien appréciée par le Centre national de sécurité routière, le CNSR qui veut désormais s'en approprier et étendre la formation à toutes les autres compagnies de transport en commun de personnes, ce qui lui permettra d'atteindre son objectif de réduire considérablement les accidents sur les différents axes routiers du Bénin. La vision de Comfort Line cadre bien avec la politique du CNSR. Dans la politique du Centre national de sécurité routière, nous mettons un accent particulier sur le renforcement des capacités, le recyclage. Les accidents tuent beaucoup dans tout le monde entier. Notre renforcement des capacités de ce jour vise à recycler les conducteurs d'autocars, à analyser les facteurs de risque rencontrés sur les voies du fait de leur propre comportement, de l'état technique du véhicule et voir comment est-ce que nous allons trouver des solutions adéquates. Elle intervient dans un contexte particulier où de graves accidents ont repris, surtout ces 3 derniers mois, malgré la tendance baissière constatée depuis près de 5 ans. La formation, qui va durer 2 jours, se déroule à l'annexe spéciale du Centre national de sécurité routière ouverte à Abomey-Calavi. 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes d'accidents de la route.
Et Dieu sait qu'ils sont bien nombreux. Autre actualité, les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce participent à une deuxième rencontre d'échange sur les causes et conséquences liées à l'exportation clandestine de certains produits agricoles. Il s'agit des produits comme l'anacarde, le karité ou le soja, dont les sorties par voie terrestre en direction des pays voisins créent un sérieux manque à gagner pour le trésor public. C'est pour y remédier que la séance est initiée et se tient à Tanguieta, Alassane Harouna. Comment mettre un terme aux sorties frauduleuses des produits anacarde, karité et soja par voie terrestre? C'est toute la problématique de cette deuxième rencontre des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce. Deuxième rendez-vous du genre, inscrit dans le plan de travail annuel 2020 du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette rencontre de Tanguieta offre l'occasion à ces commis du ministère de l'Industrie et du Commerce de réfléchir et échanger sur les causes et conséquences des sorties frauduleuses de ces produits de rente hors du territoire national en vue de trouver des approches de solutions à ce phénomène qui plombe l'émergence de ces trois filières. La commercialisation des noix de cajou, du karité, du soja est confronté à plusieurs défis, notamment la fluctuation drastique des prix et la sortie frauduleuse d'une quantité importante de ces produits par voie terrestre en direction des pays voisins. Ce phénomène entretenu par plusieurs causes, notamment la porosité de nos frontières terrestres, le prix élevé dans les pays voisins et autres. Le choix porté sur la ville de Tanguieta pour abriter ses assises n'est pas anodin. Zone à forte production des produits de rente, Tanguieta rencontre assez de difficultés liées à l'écoulement de ces produits. Tous ces produits agricoles sont produits dans la Pangari, et ce, à une forte propension. Cependant, des difficultés d'écoulement subsistent. Chercher à cerner ces difficultés afin de les y remédier serait salutaire pour nos agriculteurs. Aussi, la non-existence des filières liées à ces denrées n'encourage pas nos producteurs à davantage s'adonner à elles. Autant de difficultés qui entravent le rayonnement de ces filières dans la zone Pendjari. La promotion des filières porteuses occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. L'ambition du gouvernement est la promotion des filières porteuses, le développement durable des entreprises et leur compétitivité sur le marché national et régional. La protection de la population constitue une priorité à laquelle les structures déconcentrées de l'État doivent veiller. Deux communications vont meubler les présentes assises. Le renforcement des capacités des directions départementales de l'industrie et du commerce sur les techniques des enquêtes économiques, initiation aux techniques de renseignement pour l'amélioration des contrôles des directions départementales de l'industrie et du commerce. Ces assises seront sanctionnées par l'amendement et l'adoption d'un rapport final qui sera transmis au ministère de tutelle. Mesdames et messieurs, je vous annonçais les premiers chiffres du baccalauréat, en tout cas en cours de délibération actuellement à l'office du bac. Eh bien, les premiers chiffres, on peut les avoir actuellement. Il faut noter qu'au plan national, le taux d'admissibilité est à hauteur de 49,73%. Les chiffres précis, ça fait 46 181 admissibles sur les plus de 92 000 candidats. D'autres détails vont venir tout à l'heure. La suite de ce 19h30, il y aura bientôt une brigade pour superviser les plans d'eau au Bénin. Le projet est même très avancé puisqu'un concours est d'ailleurs initié et lancé à cet effet au profit du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche depuis ce week-end. Mais à quoi cela servira dans le concret? C'est le sujet autour duquel les animateurs d'Actu Matin ont discuté ce matin avec leur invité, Cyril Akholupem. Il est ingénieur agrohalieutique à la direction de la promotion et de la production halieutique. Il en a profité pour faire un tour d'horizon de l'actualité du secteur pêche au Bénin. Voici un moment de leurs échanges ce matin sur Actu Matin. Le secteur de la pêche en particulier a été un secteur suffisamment négligé parce que les gouvernants ne perçoivent pas tout ce que nous pouvons gagner en valorisant ce secteur. Mais depuis 2016, quelque chose a commencé par quelque chose n'a pas bougé. Avant, aujourd'hui, les gens disent, mais on ne savait pas que c'est un secteur qui a tant de potentiel parce qu'il n'y a pas de chiffres. C'est les chiffres qui permettent de révéler un secteur. L'administration qui devait gérer ce secteur n'avait pratiquement pas de budget de fonctionnement.
comment on va développer des activités pour révéler le secteur. C'est une chance d'avoir un opérateur économique au pouvoir. Lui s'est flairé partout où il y a la richesse. C'est ce que j'ai noté chez le monsieur. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est ce que quand j'étudie la personne, ses actions de loin, c'est ce que je note. Il s'est flairé. C'est un secteur qui a du potentiel. Aujourd'hui, nous avons importé, c'est moi qui m'occupe des statistiques des pêches au Bénin. En 2019, nous avons importé plus de 113 000 tonnes de poissons. Wow. Mettez le prix moyen à 1 000 francs. Ça veut dire que nous avons sorti au moins 113 milliards pour aller acheter du poisson dehors pour nourrir nos populations. Oui. C'est une catastrophe. Notre jeunesse n'a pas d'emploi. Mais les études ont montré que nous avons au moins les terres qui sont propices pour la pisciculture, les meilleures que nous avons dedans, qu'on peut valoriser sans grands efforts. Nous avons 60 927 hectares. D'accord. Et la production nationale même, c'est quoi? La production nationale de poissons, oui. Ce que nos plans d'eau, l'aquaculture, ce qu'on a eu en 2019, oui. Nous avons eu 97 000 tonnes. Lorsque nous avons les 97 000 tonnes, plus les 113 000 tonnes importées, nous parvenons à donner à chaque Béninois aujourd'hui 17 kg par habitant et par an. Mais les normes, pour qu'on dise que nous sommes en situation de sécurité alimentaire en matière de production, pour que l'homme se porte bien aujourd'hui, oui. Les normes sont à 24 kg par habitant par an. Donc, en dépit des importations, nous sommes encore en situation d'insécurité alimentaire. Il y a un déficit. Il y a un gap qui peut encore combler. Il y a des simulations. La simulation nous montre que lorsqu'on va investir sur ce secteur, histoire de valoriser ne serait-ce que le tiers du potentiel, de valoriser, c'est-à-dire on a dit 60 927 hectares. Si nous valorisons le tiers de ce potentiel aquacole, nous n'allons plus importer du poisson. Et je l'affirme devant vos micros, ça va créer au bas mot 70 000 emplois. Au bas mot, la valorisation d'environ 20 000 hectares de terres piscicultivables. Ça, c'est ça. Nous avons plus de 300 barrages et retenues d'eau du centre au nord du Bénin qui peuvent être aussi valorisés en dehors de ces trucs-là. Comme quoi, le secteur souffre simplement d'investissement. Et bien voilà, donc pour le diagnostic. Le Conseil national du dialogue social a ouvert hier un atelier qui va outiller les agents des départements ministériels de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au sujet du dialogue social et des techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. C'est dans une dynamique d'anticipation sur les crises. Teddy Goudala. À la demande du Conseil national du dialogue social, CNDS, les membres des commissions administratives paritaires des départements ministériels de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche participent à une formation pour le renforcement de leurs capacités en matière de dialogue social. En initiant cet atelier, le CNDS veut outiller ces derniers afin de promouvoir dans l'administration un dialogue social constructif et productif. Nous remercions donc le Conseil national du dialogue social pour avoir initié donc cette formation à notre endroit. Dans l'administration et dans toute structure, si ce maillon qui est dans le dialogue n'est pas donc mieux assuré, je pense que l'administration, donc la structure, est vouée à l'échec. Je voudrais donc inviter les acteurs ici présents, et comme on ne finit jamais d'apprendre, c'est l'occasion jamais rêvée, de nous mettre à l'école du savoir pour davantage implémenter ce dialogue-là au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et au ministère de la Santé. 3 jours durant, les participants recevront les rudiments nécessaires pour s'approprier leur mission et mieux assurer leurs responsabilités. Aussi auront-ils les techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits et bien d'autres astuces de gestion. Malgré la volonté politique affichée et les efforts déployés ces dernières années pour promouvoir le dialogue social et la négociation collective, les difficultés d'entente entre partenaires sociaux montrent que cet outil de cohésion sociale continue de jouer difficilement son rôle. Et pour cause, une crise de confiance dans les relations entre partenaires sociaux. La perception du dialogue social
comme une confrontation dans laquelle la victoire réside dans la démonstration de force et les joutes verbales. La collaboration entre le Conseil national du dialogue social et les différents ministères aboutira à de meilleurs résultats, souligne le président du CNDS. Et cet atelier est le gage de la création des conditions favorables au développement économique et social. Finissons ce 19h30 par ce dernier élément. Cela laisse certains totalement indifférents si elles ne reposent pas carrément d'autres, accrochés à leur religion qui y est opposée. Par contre, il y en a qui sont férus. Les prévisions astrologiques, parlons-en, c'est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes que certains hissent même au rang de science. Mais cela n'est pas le plus important dans ce reportage à suivre, qui met plutôt l'accent sur ce que les gens y trouvent. On peut deviner l'anticipation sur le cours de la journée ou peut-être même de la vie. Et ceux qui y sont abonnés sont la plupart du temps des jeunes qui y trouvent des choses plutôt extraordinaires. Voici le reportage constat. Ils sont nombreux ces jeunes gens qui s'intéressent aujourd'hui aux horoscopes. Dans les journaux, sur les téléphones portables ou même à la radio, ils ont autant de canaux pour consulter les prédictions journalières de leur signe zodiaque. Je consulte l'horoscope tout d'abord parce que c'est une science bien définie. Elle nous permet de nous guider et puis d'avoir une idée sur ce qui va se passer, par exemple au cours d'une journée, dans un mois et toute l'année. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment important et je m'y suis abonné. Chaque jour, je vais lire l'horoscope. Ça me permet de savoir comment la journée sera, de quoi ça sera fait. Avec les prédictions, les passionnés des astres se forgent de nouvelles images. De la tenue vestimentaire à la vie amoureuse, c'est tout un ensemble de dispositions qu'ils prennent pour aboutir à leur destin. Quand je regarde pour aujourd'hui, ça me dit que ce qui me sera pas vraiment favorable, les trucs que je dois faire, les trucs que je dois pas faire. En amour, dans la vie sociale, en famille, et puis sur le plan professionnel. Ça me guide en fait. Par exemple, la couleur que je dois mettre, qui pourrait me porter chance, mon chiffre porte-bonheur, il y a tout ça en fait. Pour moi, ça devient capital dans toutes mes interactions avec les autres. Donc, lorsque vous me dites par exemple que vous êtes natif Gémeaux, je sais à quoi m'attendre de vous. Je sais ce que vous faites et c'est vous-même et je sais ce que vous faites et ça, c'est pas vous. Tout ceci part des signes zodiaques. Et selon les explications de l'astrologue Amos Raimi, pour mieux comprendre l'horoscope, il faut tout au moins connaître le sens des signes. Ceux-ci sont représentés et symbolisés par des éléments de la nature, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Quand vous prenez les signes de terre, c'est lié à l'élément terre, à la lourdeur, à tout ce qui est solide. Donc les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, c'est d'abord des gens, vous verrez, quand réellement ils sont de ces signes, c'est des gens pratiques. Quand vous prenez les signes d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Poisson, Cancer, l'émotion domine ces signes. Quand vous prenez les signes d'air, que sont les Verseaux, les Gémeaux et puis Balance, ce sont des gens, ils sont comme l'air. Pour un oui ou pour non, ils sont calmes tout de suite et ils peuvent rentrer dans un état. C'est déjà instable comme l'air. Quand vous prenez maintenant les signes de feu, que sont les lions, les sagittaires et puis les béliers, c'est d'abord ce que nous appelons des êtres brûlants, qui aiment rayonner, qui n'aiment pas se soumettre. À côté de ça, il y a bien d'autres paramètres qui entrent également en jeu. Et ceux-ci, Farage les a bien compris. Lorsqu'on fait une prédiction pour un couple, pour ceux qui sont en couple, ça ne peut pas arriver aux célibataires. C'est forcé, parce que vous n'êtes pas en couple. Lorsqu'on fait une prédiction pour les célibataires, il faut être célibataire et remplissant toutes les conditions, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été dits dedans. Sinon, ça ne peut jamais vous arriver. Vous êtes célibataire, on dit si vous êtes célibataire, peut-être vous avez un travail, il va arriver telle chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes oisif, vous ne faites rien, alors comprenez bien que de telles prédictions ne peuvent pas se réaliser dans votre vie. Pour la plupart des temps, les gens s'accrochent aux horoscopes pour voir ce que leur réserve leur journée et par-dessus tout, pouvoir trouver les moyens de la rendre agréable. Mais toutefois, il y a des moments où les prédictions
ne se concrétise pas. J'y crois, je ne sais pas pourquoi j'y crois. C'est pas comme la foi en Jésus-Christ, mais je crois que c'est quand même divin. Elle n'est pas une religion pour moi, mais j'y crois parce que je pense que parce que ça m'aide au quotidien. Faut-il le rappeler, les prédictions astrologiques sont basées sur les signes zodiaques. Ceux-ci sont repartis selon les jours et les mois du calendrier. Mesdames et messieurs, la cérémonie de délibération est en cours actuellement à la direction de l'office du bac. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin y fait le pied de grue depuis 17h et on peut avoir ce qui concerne les tout premiers chiffres. Il faut retenir qu'au plan national, le taux de réussite est de 49,73%. Dans le détail, on peut estimer en tout cas le nombre de réussites à 46 181 candidats. Admissible donc, faut-il être précis sur le terme, sur les plus de 92 000 candidats qui ont participé justement à cette composition. Les ministres de roi et autres dignitaires de la cour royale d'Abomey veulent revoir Patrice Talon dans la course pour la présidentielle, précisément celle de 2021. Ils ont dit leur souhait à Imet Hélène Moussou. On a suivi leur avis dans son reportage. Vous savez tout désormais de ce qui justifie la passion des jeunes pour les prévisions astrologiques. Ali Moumouni a enquêté, cela permet d'anticiper sur les journées, ont-ils dit. Avant de préciser, cela n'est pas une religion. Mesdames et messieurs, cela fait de ce 19h30. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir d'avoir été chez vous. Vous passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Bonsoir.